c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Oui. Des Français qui ne respectent pas le confinement, Des médecins qui disent pas les bonnes irresponsables. choses. Mais jamais on a entendu le gouvernement faire un mea culpa en disant Jamais. oui, on n'a pas anticipé la deuxième vague. Jusqu'au bout, jamais on entendra M. Véran nous expliquer que non, il n'a jamais dit que le masque était inutile. Non, jusqu'à peu encore, nous avons entendu un professeur de médecine venir soutenir le gouvernement pour expliquer que oh non, mais le problème, c'est même pas les lits de réa. Le problème, c'est pas le nombre de lits. Évidemment, quand on voit le nombre de lits qu'on a fermés sur les 20 dernières années, y compris là 100 000. et même un certain nombre encore, des centaines de lits ont été fermés, si ce n'est pas des milliers de lits ont été fermés depuis le début de ce quinquennat. Mais on nous dit que là, la situation est tellement grave qu'il ne faut pas polémiquer sur le nombre de lits. Oh, mais d'ailleurs, il y a tellement de contamination que même les tests, ça ne va plus servir à rien. Donc, les discours qui sont tenus aujourd'hui au plus haut sommet de l'État sont quand même assez étonnants. Et donc, on nous dit aujourd'hui qu'un certain nombre de médecins qui ont été pointés ce matin par M. Deray, on l'entendra peut-être parce qu'il on va l'écouter tout de suite, là, justement. Il a même fait du name and shame, et ça, le name and shame, il faudra qu'on en reparle. Tout de Alors, suite. on va l'écouter. Écoutons le professeur Gilbert Deray, ce matin sur LCI. Globalement, nous avons une poignée de personnes, pas que des médecins, qui tiennent depuis plusieurs mois des propos que je qualifierais effectivement d'irresponsables. On nous tend le micro depuis des mois maintenant. On a mis les médecins en première ligne, y compris dans les médias. C'est une lourde responsabilité. Et dans cette responsabilité, il y a un devoir d'honnêteté. C'est-à-dire de dire ce qui se passe à un instant donné, de dire ensuite si on s'est trompé, d'adapter notre discours et de ne jamais sombrer dans le complotiste. Alors vous en avez plusieurs qu'on connaît bien, hein, si vous voulez des noms, c'est simple. Hein, c'est messieurs Perron, Toussaint, Toubiana et même notre professeur Didier Raoult qui commet erreur après erreur. Donc oui, nous avons une forte responsabilité et certains sont irresponsables, je suis d'accord. Ce que dit M. Deray, d'abord, outre le fait que c'est de la diffamation pure et simple, c'est exactement la démonstration de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire des médecins qui se tapent le dessus les uns les autres et qui, pour beaucoup, excusez-moi, ce sont des querelles de personnes et des querelles d'ego. Je ne suis pas en train de dire que M. Raoult n'a pas d'ego, il en a un surdimensionné sans doute, M. Deray en a un sans doute aussi. Il n'empêche que le professeur Raoult, en février, disait « La seule et unique stratégie à mettre en œuvre quand on est face à une épidémie et surtout à un virus infectieux, respiratoire qu'on ne connaît pas, c'est un trio dépisté, tracé, isolé. Et c'est ce que le professeur Raoult a fait à l'échelle de l'IHU. Jusqu'à aujourd'hui, le centre hospitalier qui a le plus testé, qui a le plus dépisté, qui a le plus tracé, isolé et qui a même tenté de soigner, et là-dessus, on n'est pas encore arrivé sur ce fameux bilan, c'est l'Institut du professeur Raoult. Je ne sais pas si M. Deray a fait autant pour le dépistage et le traçage et l'isolement des malades que le professeur Raoult. Mais il se permet de dire que le professeur Raoult est un complotiste, parce que ça aussi, c'est le nouveau joker. Il n'a pas dit complotiste. Il n'a pas dit complotiste. D'accord. Enfin, il a dit qu'il y avait des complotistes et ensuite il y avait des complotistes. Bah oui. Alors donc, par exemple, lorsque le professeur Perron écrit un livre et qu'il en vend 100 000 exemplaires, il y a 100 000 Français qui sont des complotistes. Non, ça veut dire qu'ils s'intéressent, qu'ils écoutent. Mais le problème, c'est que si vous voulez, les autres livres des autres médecins n'en ont pas vendu autant que le professeur Perron. Donc la question aussi, qui est de savoir, je termine juste là-dessus, c'est que peut-être, effectivement, que le professeur Perron va dans un certain sens qui flatterait ce côté anti-système des Français. C'est parce qu'il a tenu, le professeur Perron, il a tenu des propos sans aucune preuve et qui posent quand même problème. Oui. Est-ce que le professeur... Lorsqu'il dit, par exemple, que... Est-ce que dans le service du professeur Perron, on a moins bien traité les gens du Covid? Je ne crois pas. 25 000 vies si on leur avait donné l'hydroxychloroquine à ces patients. Voilà, j'ai pas vu l'étude qui le démontrait. Donc on a raison de s'interroger quand même. Toi qui aimes la vérité, toi qui aimes l'exactitude, tu es obligé de reconnaître quand même que c'est gênant. Est-ce que les patients qui ont été traités à l'hôpital du professeur Perron, à l'hôpital de Garches en l'occurrence, il y a eu plus de mortalité dans le service du professeur Perron sous prétexte qu'il aurait traité quelques-uns à l'hydroxychloroquine, azithromycine? Je ne crois pas. Donc là aussi... Mais c'est autre chose. Non, mais c'est le problème. C'est pas le sujet. Non, mais l'opprobre qui est jeté sur un certain nombre de médecins aujourd'hui, et ici, la façon dont le ministre de la Santé vient pointer un certain nombre de personnes en disant ces gens-là ont été des responsables. Et quand il parle, il dit les médecins qui ont prétendu qu'il y aurait de l'immunité collective si on laissait les jeunes se contaminer. Donc là, il attaque le professeur Éric Côme. Donc ça, quand même, il faut le faire. C'est-à-dire quelqu'un qui a été aussi mesuré et aussi rigoureux que le professeur Côme se retrouve mis dans le même bain que les méchants médecins, M. Toussaint, M. Raoult, etc. Donc là, le professeur Côme aussi doit se demander qu'est-ce qu'il fait dans ce listing des médecins bashing.
je trouve que les propos du on ne peut pas dire que le professeur Éric Combes soit un rassuriste, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est exactement, il fait partie des médecins qui ont été pointés, parce qu'en réalité, et je termine juste là-dessus. Il n'est pas question de dire... non, il y a aussi un médicalement correct aujourd'hui. Il faut parler comme le gouvernement, et si on ne parle pas comme le gouvernement, on est un complotiste, moi, il me semble, on est antidémocratique, et on veut mettre la France à feu et à sang. Il me semble que la question n'est pas de savoir qui a dit vrai, qui a dit faux. Attendez. Alors là, pour le coup, si vous me laissez terminer, on va parce que quel médecin a dit vrai, quel médecin a dit faux, c'est pas tellement la question, parce que ils ont tous dit alternativement vrai ou faux. Et moi, il me semble que la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est l'exécutif s'est-il appuyé sur des personnes en qui il a confiance, auquel cas, s'il prend une décision, il la prend sur la foi de ce qu'on lui conseille, mais l'exécutif a extrêmement tort de se défausser sur des médecins qui peuvent dire des choses contradictoires, parce que c'est ça le cœur du problème, que le professeur Raoult ait dit une chose, qu'Éric Combes en ait dit une autre. C'est ce que nous avons vu depuis 6 mois, c'est ce que les Français ont fait à ciel ouvert. On va voir ce que pense le professeur Combes de ce que dit Olivier Véran, parce que... Les responsables politiques doivent en tout cas assumer pleinement les décisions, quitte à se tromper, mais ils doivent les assumer totalement, et quitte à reconnaître après qu'ils se sont trompés, mais pas dire on nous a mal conseillé. En tout cas, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, en particulier les pays asiatiques. Ce qui fonctionnait, c'était dépister, tracer, isoler. Et isolé. Oui, on est isolé. bien d'accord. Non, mais et je suis désolée, la seule personne, je terminerai juste là-dessus, la seule personne qui en a parlé dès le début et qui n'a jamais changé, c'est le professeur Raoult sur cette question. Pour isoler, il faut avoir l'adhésion de la population, il faut avoir les moyens de le faire. Lorsqu'on a proposé des hôtels pour isoler les gens, ils n'ont jamais été occupés. Donc là, on est vraiment devant un problème majeur. Et moi, les patients que je soigne qui vivent à 5 dans un 3 pièces, qui vivent à 6 dans un 3 pièces, quand vous voulez isoler, ça n'est plus possible. Donc oui, dans les pays asiatiques, on a les moyens, on a des moyens policiers, on a des moyens techniques probablement qu'on n'est pas capable, nous, de mettre en œuvre parce qu'on est dans une démocratie et qu'on ne peut pas le faire. Excusez-moi, la Corée du Sud est une démocratie, le Japon est une démocratie, Singapour est une démocratie. Oui, mais en Corée du Sud... L'autoritarisme a d'autres armes que chez nous. C'est vrai, il nous manque un peu d'autoritarisme, nous en manquons sans doute en France. Pourtant, on fait nos classes, là, et en ce moment, on y va bien. Juste une chose, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'en février, le professeur Raoult disait il y a une stratégie. Le gouvernement a aucun moment... Le professeur Raoult a dit beaucoup de bêtises aussi. Il a dit dépister, tracer, isoler. Je vous parle de ça, je ne vous parle pas de l'isolation. Ça, c'est l'OMS. C'est pas une stratégie méga originale. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, je dis simplement que... Le professeur Raoult a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Je suis en train de dire qu'au moment du départ, c'est-à-dire que... Mais là-dessus, on est d'accord, Barbara. Tout le monde est d'accord avec ça. Ce qu'on constate, c'est parce que les choses n'ont jamais été prises dès le départ, que les bonnes décisions n'ont pas été prises dès le départ. Quand vous plantez un arbre, si vous ne mettez pas le tuteur pour que ça pousse droit, il va pousser tordu. Donc, dès le départ, on n'est pas parti sur la bonne stratégie. Je n'ai pas jamais dit que c'était le professeur Raoult qui avait inventé cette stratégie. Il disait juste en tant qu'expert, c'est cette stratégie qu'il faut. Cette stratégie-là n'a jamais été mise en œuvre par le gouvernement du premier jour. Docteur. La parole au docteur aussi. Cette stratégie, c'était la seule qui fonctionnait, c'était la seule qui aurait empêché pour la deuxième vague ce confinement. Lorsqu'on a mis en place le stop Covid sur les applications, il y a eu 2 millions de téléchargements alors qu'on en attendait 50 millions. Les gens n'ont pas adhéré. On est dans une démocratie, c'est un vrai problème lorsque la population n'adhère pas. Nous, en tant que médecin traitant, en tant que médecin de premier recours, j'ai fait de la sensibilisation, j'ai fait du travail auprès de chacun de mes patients. Et néanmoins, je n'ai pas réussi et chacun de nous n'a pas réussi. Je suis désolé, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais nous sommes tous co-responsables de Il y a une raison, une explication aussi à cela. Des mesures mal expliquées sont des mesures auxquelles la population n'adhère pas aussi. C'est pas que mal expliqué, parce que mal expliqué, ça sous-entendrait que les mesures sont bonnes. Or, le gouvernement doit, en effet, là-dessus je suis d'accord, donner confiance à la population. Oui. Et il se trouve que ce gouvernement en a été complètement incapable, puisqu'il n'a été, depuis le début, qu'en train de multiplier des déclarations contradictoires, toujours sur un ton très péremptoire, très infantilisant, depuis le début, parce que les premières déclarations, quand on les revoit aujourd'hui, sont scandaleuses. Je parle de Sibeth Ndiaye, je parle du professeur Salomon, je parle même avec plus de manière, Edouard Philippe, avec des certitudes. Mais ce qui aurait été bien, c'est peut-être que ce gouvernement fasse preuve d'un peu de modestie en disant on est face à un virus inconnu, on peut donc savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, etc. Mais faites-nous confiance et faisons les choses avec modération,
faisons-les ensemble. Parce que là aussi, quand une population, en plus, a le sentiment de ne pas être associée en rien aux décisions qui sont prises, qu'on leur dit une chose, que 15 jours après, on leur dit faites exactement le contraire de ce que je vous ai dit il y a 15 jours, et sur le même ton péremptoire, comment voulez-vous qu'à un moment, la population ne dise mais je n'ai plus envie de les écouter, ces gens-là, parce qu'ils me racontent n'importe quoi. Surtout que c'est le professeur Salomon qui nous a expliqué, un médecin, qui nous a expliqué que le masque ne servait à rien. Ça devrait être le premier médecin que M. Véran devrait convoquer dans son bureau, en lui disant tu m'as fait dire n'importe quoi. Comment m'as-tu fait dire que le masque ne servait à rien? Et le problème, je rejoins pardon, mais il est médecin lui-même, Véran. Véran aussi. Alors, il va peut-être comment dire qu'il est neurologue. Comment peut-il lui-même dire qu'un masque ne sert à rien? Neurologue, il n'a pas besoin de porter. Ouais. Mais après la parole du docteur. Sur un point. Le mode de décision qui s'est imposé au fur et à mesure de cette crise va laisser des traces très très profondes dans notre démocratie. Le Conseil de défense qui se réunit tous les 4 matins pour prendre des décisions dans un cénacle hyper restreint, c'est même pas le Conseil des ministres, c'est des militaires. On ne sait pas bien pourquoi ces militaires sont habilités à prendre des décisions, en tout cas au moins assistent aux décisions qui sont prises, alors que peut-être, puisqu'on nous avait dit qu'on était en guerre, même si je trouve que cette appellation était ridicule, elle a en fait justifié ce Conseil de défense. Il aurait fallu au contraire mettre autour d'une table l'ensemble des représentants des partis et dire là, on vit à un moment particulier, une crise sanitaire particulière. On a vu ce que ça donnait pour les élections, souvenez-vous. Non, mais au tout début de la crise, pour les municipales. La question, c'est comment on a agi depuis le début de cette crise. Et depuis le début de cette crise, en réalité, contrairement à ce que vous pensez peut-être, c'est une forme d'autoritarisme qui s'est imposée au plus haut sommet de l'État et qui n'a jamais justement joué sur tous les ressorts démocratiques qui auraient été nécessaires à ce moment-là et qui auraient fait l'adhésion du public, parce qu'en France, on est une vraie démocratie. Avant qu'on aborde notre dernier thème, notamment le relais des élus locaux. Notamment. Sur cet autoritarisme du gouvernement. Écoutez, il y a très longtemps en médecine générale et en médecine, dans toute la médecine, qu'on n'a plus de décision autoritaire et qu'on essaye et qu'on doit obtenir l'adhésion de nos patients pour les décisions de traitement que l'on prend. On ne fait plus des ordonnances comme on faisait avant, mais on fait des propositions. Oui. Et on sait très bien que quand on prescrivait une ordonnance, 80% des médicaments prescrits n'étaient pas pris dans leur intégralité et pendant toute la durée du temps. Mais c'est difficile pour une population entière. C'est beaucoup plus facile en dialogue singulier et c'est encore très limité.